Voilà, Philippe, nous sommes avec nos amis pour une grosse vidéo très importante sur le volet de la veille sectorielle, de l'évolution de votre marché, l'évolution de votre produit. Donc, gros morceau. Voilà, c'est un travail continu d'ailleurs à faire. Tout à fait, oui. Donc nous allons attaquer ça d'abord pour se poser la question, pourquoi faire une veille sectorielle et c'est quoi une veille sectorielle? Pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Oui, donc la veille sectorielle, c'est clair qu'elle va être indispensable pour pouvoir saisir les opportunités environnantes, anticiper aussi des changements mineurs et majeurs dans votre environnement direct et indirect, bref, faire en sorte que vous puissiez ouvrir un peu vos perspectives et être capable d'adapter, on dit de shifter, votre entreprise par rapport en tout cas aux enjeux prévisibles et imprévisibles qui se présentaient, surtout dans un monde qui est particulièrement compliqué à comprendre, où on ne peut pas anticiper comme on pouvait peut-être anticiper il y a 50, 60 ans. Tous les 6 mois, tu as des changements fondamentaux de secteur. Bon, on anticipe quand? Donc ça veut dire, on anticipe comment? Il y a des tsunamis qui peuvent complètement changer les secteurs tout entiers, avec des lois qui sortent, avec des nouveaux entrants qui viennent avec des solutions complètement nouvelles. C'est-à-dire, oui, soyez-vous le nouvel entrant, du coup, de secteurs qui sont en questionnement. C'est un peu ça l'invitation, finalement. Oui, et en partant de vos forces vives et de ce que vous savez faire, de ce que vous apportez déjà au monde, il est possible sans doute que vous puissiez découvrir d'autres terrains de jeu où vous serez un nouvel entrant bientôt. Mais pour ça, il est vraiment important de mettre en place un processus de veille qui ne soit pas une usine à gaz, parce qu'on sait tous que si c'est une usine à gaz, on ne l'entretiendra pas et il deviendra proprement inutile. Donc ce soit un processus de veille qui soit ciblé, mais pas trop restreint, et qui soit lean et vraiment utile pour l'entreprise. Donc, concrètement, la veille, c'est quoi? C'est quels sont les signaux qui vont, moi, en tant que porteur de projet, d'entreprise, devoir changer ou adapter la façon dont je crée de la valeur. Donc, alors la veille, peut-être pour les très grosses entreprises internes, qu'est-ce qui se passe dans d'autres territoires, dans ma propre organisation? Qu'est-ce qui se passe dans d'autres départements, dans d'autres usines, d'autres business units? Ça peut être une veille externe, donc c'est le reste du monde. Après, on commence toujours par ses concurrents directs. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Si possible, qu'est-ce qu'ils ont essayé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Sur quel territoire? En fonction de... Voilà. Quel est le paysage, un territoire n'étant pas l'autre. Oui, tout à fait. Donc, d'autres éléments de veille que vous pouvez aller chercher, c'est effectivement via les associations professionnelles. Donc, parce qu'elles, c'est là, au travers du réseautage, vous allez pouvoir acquérir des informations qu'elles ont pu collecter. Et on peut en parler également, mais certaines boîtes de consultance ont une force énorme de par leur portefeuille de clients très variés, peuvent vous donner comme ça un scan des tendances émergentes au travers de leur travail qu'elles font avec ces différentes organisations. Ne pas oublier, on parlait de la veille interne, de tout ce qui est votre première ligne. Donc ceux qui sont en contact direct avec le terrain, c'est un autre type de signal, micro, mais qui peuvent en tout cas révéler des signaux émergents qui sont très faibles pour le moment, mais qui pourraient devenir vraiment importants à terme et pour lesquels vous avez intérêt peut-être en tout cas à mettre en place quelque chose, et on y reviendra après de ce quelque chose, pour justement éviter de passer à côté. C'est vos propres utilisateurs, vos propres clients, hein, c'est les études de marché traditionnelles, c'est qu'est-ce que les clients demandent plus, comment évolue la exactement, ce sont aussi vos non-clients, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas chez vous. Et pourquoi? Essayer de comprendre pourquoi, et aussi comprendre aussi, la veille est pas mal à faire avec ce qu'on appelle les utilisateurs extrêmes, donc ceux qui n'achètent pas votre solution ou la fonctionnalité que vous proposez, ou ceux qui en sont dingues, pour voir un petit peu, mais tiens, eux, c'est quoi la tendance dans le chef de ce segment-là de personnes particuliers. Petite chose aussi à faire attention, on va prendre un exemple. Imaginons que vous êtes un acteur de la santé, dans l'aide aux personnes. La tendance, ça va être à faire de la veille sur l'aide aux personnes, point barre. Mais
justement, laissez-là ouvrir au maximum vos chakras à 360 degrés, qui va être hyper important. Parce que l'aide aux personnes, c'est quoi? C'est le bien-être des personnes. Oui, oui. Le bien-être des personnes, c'est pas uniquement leur santé, c'est aussi leur loisir, c'est aussi Leur nutrition, c'est aussi les relations sociales qu'elles peuvent avoir avec des proches ou des moins proches. Bref, vous allez avoir intérêt à faire une veille élargie pour voir quelles sont les tendances, ce qui est en train de se faire, les meilleures pratiques qui sont en train de se mettre en place ailleurs que dans ce que vous estimez être votre cœur de métier aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Si un fabricant de voitures ne fait pas une veille sur l'ensemble des enjeux de la mobilité, on peut être quasi sûr qu'ils vont se casser la figure. Ou ils se sont déjà cassés la figure. Perdre un signal. Ils vont perdre un signal et sans doute une opportunité de pivoter, de faire bifurquer leur métier, parce qu'en fait, ils ont une force, ils ont des actifs matériels et immatériels à partir desquels ils peuvent envisager sans doute d'autres choses dans le domaine de la mobilité. Ça, c'est une chose. Ou alors, si vous êtes un fabricant, je parle toujours de la voiture, de moteur thermique, pour vous dire, tiens, à quoi ce moteur thermique pourrait servir d'autre qu'à faire déplacer des carcasses en acier. Et donc, ça veut dire, ça peut servir à ça, donc j'ai intérêt à faire une veille là-bas pour voir s'il n'y a pas un enjeu ou une opportunité que je peux saisir. Donc ça, c'est important. Souvent, les gens mettent en place des processus nickel, en veille, mais en fait, le périmètre qu'ils ont fixé est trop étroit. Et ça, c'est ce qui limite, en fait. Et alors, ils se disent, mais je ne comprends pas, j'avais mis une veille géniale, j'avais networké comme un malade, oui, mais sur un périmètre trop petit, et donc tu n'as pas vu arriver, en fait, d'autres enjeux en dehors de ce périmètre-là. On trouve, alors la question du comment on l'adresse maintenant, comment on fait ou bien on peut en parler maintenant, oui, mais en tout cas... Dans le comment, finalement, on commence par le plus facile. Imaginez, vous devez démarrer un petit musée, eh bien, allez chercher dans le monde entier quels sont les nouveaux musées qui sortent du lot, qui réellement attirent les gens. C'est le plus facile. Qu'est-ce qui sort du lot? De ce bruit de la masse grise, de tous les autres musées qui sont poussiéreux. Qu'est-ce qui sort du lot? C'est le 3D, c'est la réalité augmentée, c'est l'expérience du musée, etc. Allez chercher les grands cas connus, c'est le plus facile. Allez voir sur les blogs, allez voir sur Internet, voyez les études de tendance qui ont été faites par des spécialistes en vitrine de musée, par exemple. Allez chercher, devenez un fouineur, il faut être fouineur. Oui, tout à fait. Sur Internet, allez voir sur Amazon les 3, 4, 5 bouquins qui ont été écrits sur la question best-seller qui réellement sortent du lot et qui vous donnent un peu l'ABC de l'état de l'art, l'état des lieux. Ensuite, les experts, les grandes conférences, les conférences annuelles sur la Smart City, les grandes conférences annuelles sur le marketing. Qui sont les orateurs qui parlent de quoi? Allez voir leur TEDx. C'est tout des trucs comme ça. Devenir vraiment un fouineur, quoi. Tu as peut-être d'autres idées, alors après, c'est pas exhaustif. Après, c'est de se poser la question. On a identifié les meilleures pratiques, on a entendu des personnes qui, effectivement, ont une vision élargie de ce que peut être un musée, et c'est de se poser la question de savoir mais pourquoi les gens viennent au musée. Pas parce qu'ils veulent voir une œuvre d'art, il y a quelque chose de plus profondément enfoui, et de se dire mais tiens, moi, mon musée, ce que j'appelle musée, comment est-ce que je peux en fait augmenter cette expérience en amplifiant encore plus les besoins. Et donc ça va être de dire aussi aujourd'hui qu'est-ce que viennent chercher les personnes. Qu'est-ce que je peux ajouter comme nouvelle chose qui pourrait être complémentaire à ce qu'elles viennent chercher et qui leur augmentera leur expérience, mais aussi qui d'autre je peux attirer que les suspects habituels dans les musées. Ça va intéresser. Et donc qu'est-ce qui pourrait venir chercher là-dedans? Est-ce que c'est un ancrage culturel, historique, je ne sais pas. Des rencontres, plein de choses. Des choses à faire avec les enfants, exactement, avec les parents. tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être fait de manière à ce que cette veille soit élargie également à des besoins adjacents, connectés en fait à votre idée entrepreneuriale qui est un musée ici en l'occurrence, pour se dire qui d'autre je peux attirer, qu'est-ce que je peux ajouter comme fonctionnalité à ce qu'on peut imaginer comme fonctionnalité de cœur à un musée, puis quelque chose que je peux faire de complètement différent, qui s'appellera peut-être plus musée, mais qui sera quand même lié à la raison d'être de ce que vous voulez
provoquer chez les personnes. Et c'est souvent les choses originales, Oui. un mouvement inattendu que vous auriez fait avec votre business qui tout à coup va le faire sortir complètement du lot. Donc ça, c'est aussi un aspect important. L'autre chose importante, ça va être d'identifier quelles sont toutes les forces qui gravitent autour de votre idée ou de votre activité, en vous disant quelles sont les forces motrices, donc celles qui influencent directement, et là il existe différentes méthodologies, mais l'important c'est que quand vous avez isolé ces forces motrices, la probabilité est élevée que leur évolution est incertaine. Comme on l'a expliqué, dans un monde changeant, vous n'allez pas pouvoir dire celle-là, elle va aller dans cette direction-là. Un exemple, par exemple, c'est le monde de la culture, de l'art et de la culture. Il y aura de moins en moins de subsides. Et au lieu d'être focalisé sur le subside qui diminue, soyez focalisés sur qu'est-ce qu'on vient finalement chercher dans l'art et la culture. Hein. Un bon exemple est le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, ça a été tellement une révolution dans ce monde-là. Plein de gens sont venus, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de subsides du coup. Non, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez des forces motrices comme celles-là qui sont des forces motrices dont vous... Malheureusement, on connaît l'évolution, donc celles-là, elles vont être sous-jacentes à tous vos scénarios, parce que c'est un peu ça l'idée d'identifier vos forces motrices. D'autres, vous ne pouvez pas prédire quels seront les goûts, les besoins du consommateur de demain. Vous en avez une petite idée, mais c'est très variable, donc en fonction de telle évolution, vous aurez des scénarios différents. Et le fait de vous dire, à partir de ces forces motrices, et le fait que on ait une idée des différentes tendances vers lesquelles elles évolueraient, de générer des scénarios, ça va vous permettre en tout cas d'imprimer dans vos neurones une série de perspectives qui vont vous permettre en tout cas de réagir beaucoup plus vite lorsque justement tel ou tel scénario se produira. Donc de vraiment utiliser la veille comme un outil pour nourrir un atelier où vous allez dire voilà les différents scénarios possibles et donc par rapport à tel scénario, voilà comment nous, entreprises, on devrait réagir. Par rapport à tel scénario, voilà comment on devrait réagir. Rien que de faire cet exercice avec votre comité de direction ou comité de direction élargi pour que une bonne partie de vos... Ou inviter vos parties prenantes, inviter vos fournisseurs, clients, vos alliés, inviter des experts qui sortent du lot, des experts incongrus, inattendus, pour vous ouvrir des pistes et des scénarios. Plus vous aurez des pistes, plus vous allez pouvoir après coup croiser des pistes pour venir avec des solutions uniques et finalement attendues. Oui, tout à fait. De nouveau à valider, on en reparlera, il va falloir. Mais donc les scénarios, et en tout cas un autre livrable que vous pouvez produire à partir de votre veille et qui va vous permettre d'être encore plus préparé, en tout cas au niveau neuronal, sans devoir nécessairement mettre en place une myriade de plans d'action. L'important, c'est qu'au moment où le signal a une force assez importante, vous allez devoir à ce moment-là actionner le plan d'action, mais sans doute beaucoup plus rapidement parce que vous aurez fait ce travail sur les scénarios. Et puis tant qu'on y est, effectivement, le but c'est effectivement que vous puissiez doser l'effort que vous allez mettre dans la réaction aux signaux que vous allez collecter. Donc doser, ça veut dire quoi? Si c'est un signal très faible, isolé, vous allez juste le suivre. C'est-à-dire que vous allez peut-être mettre une alerte sur Internet pour que si jamais le signal revient, vous êtes averti, c'est tout. Maintenant, si ça revient 2-3 fois dans des pays différents, là, il sera peut-être temps, avec un petit groupe de personnes, de réfléchir à si ce truc-là devient un peu plus intense, c'est quoi le plan d'action qu'on met en place. Donc il est prêt, il est là, on ne le met pas en place, mais le fait d'avoir vu ce signal commencer à se répéter à gauche et à droite, ça commence à nous faire dire... Il y a des territoires test comme ça, comme le Chili, la Californie, la Belgique est un bon territoire test pour voir si quelque chose prend ou ne prend pas. Vous voyez quelles entreprises testent quoi et où. Singapour, la Chine, il y a certaines villes comme ça où certaines entreprises testent des approches. Et donc, à partir du moment où le signal devient vraiment intense, là, il est temps de passer à l'action, avant que ce signal ne devienne quelque chose de mainstream, où là, il est trop tard si vous n'avez encore rien fait. Donc, la veille, elle va vous permettre à chaque fois de vous dire, tiens, quelle intensité d'action je mets en place par rapport au signal que je reçois. Et à quelle vitesse ce signal évolue. S'il évolue vite, vite un plan d'action, plus vite. On met en place des actions, soit pour saisir l'opportunité, soit pour neutraliser, modérer le risque associé qui pourrait nous impacter. Donc, c'est tout ça, la veille doit servir à quelque chose. Pas simplement une base de données
avec de l'information. Soit c'est capturer des pratiques pour se dire comment je les réplique, c'est générer des scénarios et donc être prêt mentalement à les activer parce qu'on aura travaillé dessus. C'est souvent un atelier d'un jour, un jour et demi, 2 jours, avec une série de personnes, comme l'a dit Michel, multidisciplinaires, qui va travailler là-dessus. Multidisciplinaire parce que tout ça, on doit travailler en permanence ce qu'on appelle les biais cognitifs, et on le verra dans une autre vidéo bientôt, les biais cognitifs qui vont te dire que, ah oui, mais on va être en fait influencé, ou même plus qu'influencé, on va être, je veux dire, carrément cloisonné par notre connaissance restreinte de c'est comme ça qu'on fait depuis 25 ans. Voilà, exactement. Et puis, je vois pas, parce que je travaille dans le domaine de la santé, moi je vois plutôt qu'on est plutôt très bon et que donc ça va plutôt aller dans cette direction-là. Donc il y a pas mal de biais cognitifs, d'où l'intérêt que ceci se fasse aussi en multidisciplinaire, que quand vous capturez un signal, vous le soumettiez à d'autres personnes que les suspects habituels, pour être sûr que l'interprétation ne soit pas biaisée en disant non mais ça c'est pas dangereux ça, ou bien non mais ça c'est juste accessoire. Donc important, tout ça, on vous en a parlé avec les différentes étapes, tout ça ne peut fonctionner que si vous avez conscience que vous pouvez être sujet à tout moment à vos biais cognitifs, aux biais cognitifs de vos collègues ou de vos proches, et que ça peut vraiment enfermer en fait votre veille dans quelque chose qui va vous faire passer à côté de signaux, et vous n'allez pas comprendre comment ça se fait qu'on est passé à côté de ça. C'est les angles morts, hein. Oui. Attention, et vous et vos interlocuteurs en interne peuvent être aveugles, simplement, ne voient pas venir, ne voient pas venir les signaux, et tout à coup c'est un petit peu à l'image des grands enjeux qui arrivent sur nous, des grandes vagues. Alors, il y a beaucoup d'exemples déjà dans le passé d'entreprises qui ont raté 1 fois, 2 fois, 3 fois le train, ou parce qu'ils étaient trop tôt, ou parce qu'ils étaient trop tard, mais qui ont bu la tasse. Donc l'objectif ici, c'est de façon relativement opportuniste et positive évidemment, parce qu'on n'est pas là non plus pour continuer à détruire la planète, c'est de surfer sur ces vagues émergentes. Apprenez à surfer. C'est-à-dire ici, faire des scénarios, c'est aussi s'imaginer surfant sur une vague. Donc ça va... Si tout à coup on vous déclare fou en interne, oui mais c'est impossible, c'est jamais, eh bien, sachez que vous tenez quelque chose. Si on vous déclare fou, vous tenez quelque chose. Et vous déjà apprenez et faites votre cas, votre case. Hein. Et ça, on va le répéter et on va vous teaser avec ça. Prochainement, une vidéo concernant les modèles mentaux viendra. Et clairement, lorsque quelqu'un vous traite de fou par rapport à des tendances que vous avez vues émerger, vous devez vous poser la question de savoir, mais comment j'ai fait pour malgré tout avoir un petit peu de liberté et de marge de manœuvre pour aller avoir cette possibilité de tester et de démontrer que je ne suis pas fou. Et ça va être vraiment l'enjeu, mais on en parlera ailleurs. Ici, l'important, c'est que vous dites, on met un outil de veille, on s'assure qu'on a bien ouvert tous les chakras et qu'on n'est pas biaisé cognitivement par notre manière, notre vision du monde, pour reproduire les meilleures pratiques, pour identifier les scénarios et se préparer aux différents futurs possibles, pour aussi sentir ce qui se passe du côté des besoins de nos clients, bénéficiaires, utilisateurs actuels, mais également des non-utilisateurs et qui pourraient devenir des nouveaux utilisateurs demain, de ce qu'on offre comme fonctionnalité aujourd'hui et demain. Et puis tout ça au travers d'un processus qui va adapter l'intensité de vos actions à l'intensité du signal et de la manière dont il va commencer à s'amplifier ou pas. Donc ça, c'est vraiment les clés pour une veille. Tout ça, bien sûr, en vous appuyant sur l'interne, comme en vous appuyant sur l'externe, comme on l'a dit, les associations professionnelles, Internet, les études de marché qui existent, et aussi votre réseau formel et informel de personnes qui peuvent vous donner des signaux, d'où l'intérêt de vous entourer, en tout cas professionnellement, de cette multidisciplinarité qui va permettre vraiment d'aller capturer de manière par hasard, parfois, des signaux auxquels vous n'avez pas pensé. Et donc, si on vous déclare fou, allez vous connecter à d'autres tribus apprenantes dans le monde qui également sont intéressés par... Je me souviens très bien, il y a quelques années, on travaillait sur la notion d'habitat tout à fait autonome.
Il y a 2 ans, j'en ai trouvé 2 en France, 1 au Canada. Aujourd'hui, c'est partout. Ouais. Il y en a en Croatie, il y en a en Italie, des villages autonomes, des maisons autonomes. Donc connectez-vous avec ces petites tribus émergentes. Et alors c'est important de bien se connecter à ces gens. Faites des calls par Internet, où il y a moyen d'avoir des calls très facilement. Parlez avec ces gens. Posez-leur des questions, mais apportez-leur aussi votre vision des choses. Et comme ça, vous allez pouvoir accélérer les courbes d'apprentissage de nouvelles solutions durables, vous l'aurez deviné, également rentables, parce qu'il faut quand même pouvoir vivre de ça. Donc connectez-vous, c'est comme ça qu'on vient avec des solutions complètement nouvelles. Regarde ce qu'on est en train de faire dans la gestion des déchets décentralisés. On nous a carrément rionné en disant c'est impossible, et nous sommes réellement en train de faire une petite révolution dans ce monde-là, et tout à coup tout converge vers ces solutions-là. Donc c'est bien. Connectez-vous à ces tribus apprenantes, à ces petites communautés à droite à gauche qui ont ce même rêve fou comme vous. Et donc la veille, c'est quelque part identifier ce qu'on appelle les poches de futur qui existent déjà aujourd'hui. Donc la veille, ou les scénarios, les gens se disent oui mais les scénarios ça a l'air toujours comme ça complètement hors sol. Non, les bons scénarios, ils vont s'appuyer sur ce qu'on appelle les poches de futur, et ces poches de futur, elles ne pourront être identifiées que par un système de veille robuste et ouvert. Et c'est ça qui va vous permettre de vous dire, demain, si ce signal devenait fois 1000, voilà à quoi le monde ressemblerait. Et c'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question, et peut-être qu'il y a une chance sur 1 million que ce scénario ait lieu. Mais au moins, il est là dans votre tête, et donc le jour où, oui, c'est celui-là qui prévaut, vous aurez sans doute 1, 2, 3 longueurs d'avance sur les personnes qui ne se seront pas préparées à ça. Alors j'aimerais poser 2 questions, Philippe. La première, c'est est-ce que c'est bon d'être le premier sur un marché? Et la deuxième question, est-ce que c'est bon de partager ses idées? Parce que je vous entends penser, oui mais c'est mon idée, etc., on va me la voler. Est-ce que c'est bon d'être le premier ou est-ce que c'est casse-gueule d'être le premier? Tout est une question de culture, mais bon, moi, je dirais oui, c'est bon d'être le premier, de tester, de pouvoir, en tout cas, anticiper ce qui pourrait arriver, à condition qu'on ait derrière une organisation qui soit efficace, bien structurée, qui puisse, et qui ait travaillé vraiment sur la manière d'augmenter son efficience et son efficacité. Sinon, on peut se faire dépasser. Il y a des organisations qui sont super bonnes dans l'exécution d'idées, d'autres qui sont super bonnes dans l'exploration. Vous devez développer cette dualité qui est on est à la fois bon en exploration et à la fois bon dans la mesure de l'exécution. Si on n'a pas ça, c'est vrai qu'on pourrait se faire dépasser par quelqu'un qui est un follower et qui effectivement, lui, qui a plus de force de frappe voilà. est capable de mettre en place. Donc, qui va récupérer l'invention de l'inventeur génial, exactement. Qui va mourir dans la misère. Et donc, c'est pas alors, pour ceux qui croient qu'ils sont le premier, oui, ça, bon. les mecs, il y a fort à parier qu'il y en a 10 autres dans le monde qui ont eu la même idée au même moment. Donc devenez un petit peu plus humble et faites votre recherche. Et alors la deuxième question, c'est est-ce que c'est bon de parler de son idée, du coup? Partager cette idée, ou plutôt que la protéger? Là, l'enjeu, c'est de se dire, si je protège mon idée, effectivement, il n'y a que moi qui vais la faire évoluer. Alors que 99,9% du savoir et du savoir-faire se trouve ailleurs que chez moi. Et encore là, c'est un euphémisme de dire c'est 99,99999%. On n'est qu'une petite partie du savoir et du savoir-faire. Donc voilà, le risque est majeur que si vous la gardiez pour vous, vous passiez à côté de choses qui vont refaire de votre idée à quelque chose de fois 1000 et fois 10 000. Donc voilà, il est préférable de prendre le risque et de faire avancer son idée en interagissant avec d'autres, bien sûr sans être candide et niais, mais clairement, vos probabilités de succès vont augmenter en interagissant avec l'extérieur, en vous permettant d'ajuster, adapter, étoffer, amplifier l'idée que vous aviez. Voilà, les idées étant partout, les plus volatiles, la ressource la plus précieuse, c'est pas l'idée, parce que ce n'est pas les idées qui manquent, c'est la capacité de transformer une idée en activité entrepreneuriale, créatrice de valeur et d'emploi, et donc de résultats financiers. Donc c'est cette pièce-là qui est la plus rare. Donc vous ne tracassez pas trop, allez plutôt chercher les idées des autres, en les partageant,
et transformer cette idée en business et en activité concrète. C'est là que vous allez créer finalement de la valeur et un revenu éventuellement. C'est pas on est dans une idée et tout à coup, pouf, que c'est rarissime ceux qui réussissent ça. Voilà en gros, Philippe. Oui, là, gros morceau, hyper important à mettre en œuvre. Alors, ce qui est important, c'est pour clôturer, c'est le leadership d'opinion. Si vous voulez travailler, peu importe dans quel secteur, aux soins de personnes âgées, démarrer un musée nouvelle mouture, ou de démarrer une application, n'importe laquelle, ou de l'habitat autonome, comme on parlait, peu importe le sujet, devenez le meilleur. Devenez un leader d'opinion. Un leader d'opinion, c'est quelqu'un chez qui on devient demander des conseils d'expertise. Alors, pour devenir un leader d'opinion, peu importe l'âge que vous avez, le milieu d'où vous venez, le métier, le CV que vous avez, vous pouvez en 3 mois, 6 mois, 12 mois, devenir leader d'opinion. Regardez le nombre de jeunes qui sortent maintenant du lot, tout à coup, il y en a un qui veut dépolluer les eaux des océans, en quelques années, bam, tout le monde le connaît dans le monde entier. Donc c'est possible dans n'importe quel secteur. Donc pour faire ça, il y a toute une série de techniques, c'est déjà vous brancher sur le meilleur de votre secteur et le reste, tout ce qu'il y a autour, écrire un blog, écrire des articles, faire des conférences, écrire un livre, démarrer des communautés qui vont vous suivre et vous aider, vous faire des alliances vraiment intelligentes avec des entreprises qui peuvent vous aider, avec des services publics qui peuvent vous aider, faites des projets pilotes, montrez vos projets pilotes, même petits, tout ce que vous pouvez faire en petit, en maquette, vous pourrez faire en grand. Montrez des choses qui fonctionnent en petit et pour après dire, eh bien moi je vois grand, voilà, on en a fait 2, 3 en petit. Voilà. C'est ça être leader d'opinion, c'est oser mettre les mains dans le cambouis aussi. C'est pas que faire parler. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est clairement, tout à fait, Michel, c'est vraiment de dire dans quoi est-ce que je veux devenir le champion, pas champion au sens compétitif du terme, mais de dire là, je vais apporter une contribution significative sur cette planète. Et ça, c'est donnez-vous cette ambition-là. Et pour cela, ne venez pas la fleur au fusil et mettez en place ce système de veille, notamment qui va vous permettre justement de développer ce leadership, tant d'opinion que dans le faire. Alors, petit bonus, c'était pas prévu, Philippe. D'accord, je vais, tu m'as bien les yeux, Regardez les personnes qui réellement sont sorties du lot dans les 100 dernières années. Vous allez, si vous grattez suffisamment loin, voir qu'ils ont tous été construit leur succès sur 2 passions personnelles. Steve Jobs, alors ça a fait la plus grande entreprise du monde, enfin la deuxième maintenant, plus grande entreprise, Apple, c'est parce qu'il était passionné par l'informatique, mais également passionné par le design. Et il a été le premier à faire du matériel informatique beau. Ça a fait la deuxième entreprise du monde. Allez voir les autres, franchement, si vous les gratuitement. La question aujourd'hui, c'est quelles sont vos 2 passions que vous pouvez combiner en un et en faire quelque chose d'unique qui va traverser, sortir de la masse grise, de la concurrence et voilà. Ça, ce sera le petit bonus pour la route. Voilà Philippe. Ils ont du travail. Oui, tout à fait. Ok, bonne chance. Bonne chance et bon amusement surtout.